Le SMS est arrivé à 23h47, alors que je révisais les rapports trimestriels, dans mon bureau à domicile. Je finis tard, ne m'attends pas. M. Si le mariage est un marathon, le mien a été une longue montée, sans aucune station d'eau en vue. Je suis Alex Carter, 41 ans, directeur financier chez Capital Horizon, et apparemment marié à un fantôme, qui laisse de temps en temps des traces de rouge à lèvres sur ses tasses de café. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Martha Carter, ma femme depuis 18 ans, avait fini tard le travail, 3 soirs de suite cette semaine. Son patron, Brandon Fisk, semblait exiger énormément de consultations en dehors des heures de bureau, surtout pour quelqu'un qui dirigeait une agence de publicité de taille moyenne. Brandon conduisait une Porsche 911 grise, et il portait une eau de Cologne qui coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. Il avait aussi ce genre de dents artificiellement blanches, qui hurlait la crise de la quarantaine, encore plus fort que sa voiture de sport. J'avais rencontré Brandon une seule fois, lors de la fête de Noël de l'entreprise de Martha. Il m'avait serré la main comme s'il essayait d'écraser des noix, et m'avait appelé « mon grand », tout en discutant de ses derniers exploits en CrossFit. L'homme avait la personnalité d'une affiche de motivation, mais avec le double d'arrogance. « Papa, tu marmonnes encore. » Mon fils de 17 ans, Ross, est apparu dans l'encadrement de la porte, son ordinateur portable coincé sous le bras. Il a hérité de mes cheveux bruns et des yeux verts perçants de Martha. Mais, heureusement, il a pris mon sens de l'humour, plutôt que sa récente tendance à l'égocentrisme. Je révise juste quelques chiffres, ai-je dit, en fermant l'ordinateur portable. Ta mère travaille encore tard. Ross a levé les yeux au ciel. Ouais, j'ai entendu. Amelia pense que maman a une liaison. Ma fille de 15 ans avait toujours été très observatrice. Trop observatrice, apparemment. Ta sœur regarde trop de télé-réalité, ai-je répondu, bien que ces mots aient un goût de cendre dans ma bouche. Peut-être. Mais elle a souvent raison sur les gens. Ross s'est mis à bouger, visiblement mal à l'aise. Papa, tu sais que tu peux nous parler, pas vrai? On n'est plus des petits-enfants. Le fait que mes adolescents m'offrent un soutien émotionnel en disait long, surtout sur l'état actuel de mon mariage. J'ai réussi à sourire. Je vais bien, mon grand. Va dormir un peu. Après que Ross ait disparu à l'étage, je me suis versé un bon fond de whisky, et je me suis installé dans mon fauteuil en cuir. La maison semblait immense et vide, bien qu'il s'agisse d'un modeste pavillon de 4 chambres, dans la banlieue chic de Saint-Germain-en-Laye. Nous l'avions acheté quand les enfants étaient petits, à l'époque où Martha faisait encore semblant d'apprécier ma compagnie. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon meilleur ami et voisin, Pete Sullivan, j'ai vu la voiture de Martha au Hilton, dans le centre de Paris. J'ai pensé que tu devais le savoir. Pete vivait à 2 maisons de là, et travaillait comme inspecteur pour la police de Paris. Il avait ce genre de sens de l'observation qui le rendait excellent dans son travail, mais parfois dérangeant en tant qu'ami. Cependant, je préférais savoir la vérité, plutôt que de vivre dans une ignorance heureuse. J'ai répondu « merci ». Probablement un dîner d'affaires. À minuit? Soyons sérieux, Alex. Il avait raison. Bien sûr, les dîners d'affaires ne duraient pas jusqu'à minuit. Et ils ne nécessitaient certainement pas de passer la nuit, dans des hôtels du centre-ville. Mais admettre cela, c'était reconnaître ce que j'essayais désespérément d'ignorer depuis des mois. Le lendemain matin, Martha est entrée dans la cuisine avec désinvolture. Elle portait les vêtements de la veille, et arborait une expression coupable, déguisée en confiance décontractée. Ses cheveux au beurre étaient légèrement ébouriffés. Et elle avait remis du rouge à lèvres frais dans la voiture, une astuce que j'avais déjà remarquée, mais que je n'avais jamais remise en question. « Bonjour, chérie », a-t-elle dit, en m'embrassant sur la joue, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui accomplit une corvée. Désolé pour hier soir. La présentation a duré plus longtemps que prévu, et Brandon a suggéré de dîner, pour discuter des révisions. Jusqu'à minuit, ai-je demandé, en sirotant mon café. Tu sais comment se passent ces dîners avec les clients. Beaucoup de bavardage, de nombreux plats. Elle s'est affairée avec la machine à café, en évitant de croiser mon regard. Comment s'est passée ta soirée? Calme.
Ross et Amélia ont demandé de tes nouvelles. Je me rattraperai avec eux ce week-end. On pourra peut-être tous aller dans ce nouveau restaurant, dans le centre de Saint-Germain. C'était un beau geste. Mais nous savions tous les deux qu'elle trouverait une excuse pour annuler d'ici vendredi. Martha était devenue experte pour faire des projets qu'elle n'avait aucune intention de tenir. En fait, je ne serai peut-être pas disponible ce week-end, ai-je dit avec désinvolture. Je postule pour un poste à Lyon. Directeur financier principal, chez Rhône-Alpes Investissement. Martha s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Lyon? Tu n'as jamais parlé de Lyon. C'est arrivé d'un coup. Le chasseur de tête a appelé hier. Une augmentation de salaire significative, des avantages sociaux pour les cadres, et un bureau d'angle avec vue. J'ai observé son visage attentivement. Je prends le TGV la semaine prochaine, pour l'entretien. Mais les enfants? Et ma carrière? Tu ne peux pas prendre des décisions unilatérales sur l'avenir de notre famille. L'ironie était à couper le souffle. La femme, qui prenait des décisions unilatérales sur notre mariage depuis des mois, se souciait soudainement de la vie de sa famille. Je n'ai encore rien accepté, ai-je dit. Mais ça vaut la peine d'explorer cette piste. À moins que tu aies une raison valable pour que je reste. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous savions tous les deux qu'elle ne pouvait pas formuler sa véritable objection. Car mon départ compliquerait sérieusement sa liaison avec Brandon. C'est juste tellement soudain, a-t-elle finalement dit. Tu ne peux pas trouver quelque chose de local? Les opportunités locales sont limitées. De plus, un changement de décor pourrait faire du bien à tout le monde. Les enfants ont des amis ici. Des racines. Tu ne peux pas simplement les déraciner, parce que tu fais une sorte de crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine. J'ai ri. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Surtout venant de quelqu'un qui reste dehors jusqu'à minuit avec son patron. Brandon représente une opportunité de liaison avec les clients. Si tu soutenais davantage mes ambitions professionnelles, tu comprendrais l'importance de faire du réseau. C'est vrai. Du réseau. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Le visage de Martha a rougi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Je suis sûr que tes sessions de réseau sont purement professionnelles. Elle m'a dévisagé pendant un long moment. Puis elle a attrapé son sac à main, et s'est dirigée vers la porte. Je suis en retard pour le travail. On discutera de cette absurdité lyonnaise plus tard. Après son départ, je suis resté seul dans la cuisine, entouré par les débris de 18 ans de mariage. Des photos de mariage sur le réfrigérateur. Des dessins d'enfants encore collés sur la porte du cellier. Un calendrier rempli d'obligations familiales et d'événements scolaires. Tous les artifices d'une vie heureuse, aussi creux que des décors de cinéma. Mon téléphone a sonné. C'était le chasseur de tête de Lyon. Alex, d'excellentes nouvelles. Rhône-Alpes Investissement souhaite accélérer votre candidature. Pouvez-vous venir dès demain, au lieu de la semaine prochaine? J'ai regardé autour de moi dans la cuisine vide. J'ai pensé à l'expression coupable de Martha, et à ses dîners d'affaires de minuit, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. Absolument. Envoyez-moi les détails. L'horizon de Lyon s'étendait devant moi, comme une promesse de renouveau. Mon appartement de fonction temporaire occupait le 32e étage d'une tour de verre dans le quartier de la Pardieu. Il offrait une vue qui faisait ressembler la banlieue parisienne à un lointain souvenir. L'espace était élégant et moderne, avec des lignes épurées et des couleurs neutres. C'était exactement le genre d'endroit où un homme pouvait réfléchir clairement, sans ressentir le poids des déceptions accumulées. J'étais à Lyon depuis 3 jours, et l'entretien d'embauche s'était mieux passé que prévu. Rhône-Alpes Investissement développait ses opérations en Île-de-France. Ils avaient besoin de quelqu'un avec mon profil, pour gérer leurs acquisitions parisiennes. L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Ils voulaient que je retourne un jour à Paris. Mais cette fois, en tant que directeur régional, avec suffisamment d'autorité pour faire passer Brandon Fisk pour le petit joueur qu'il était vraiment. Mon téléphone a vibré. Un texto de Martha, tu manques aux enfants. Quand rentres-tu à la maison? J'ai répondu, ça dépend de l'avancée des négociations. Je commence à vraiment m'y plaire, à Lyon.
Ne sois pas ridicule. Ta vie est ici. Ah bon? Je commence à me demander ce que j'ai exactement, là-bas. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, nous devrons parler quand tu rentreras. En effet, ai-je convenu, même si je me doutais que nous avions des conversations très différentes en tête. Mon assistante temporaire, Tessa Martinez, a frappé à la porte du bureau. Elle avait 26 ans, était tranchante comme une lame, et possédait le genre de curiosité joyeuse qui la rendait inestimable pour recueillir des informations. Votre femme a appelé sur le numéro principal, a-t-elle annoncé, en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Elle voulait savoir quand vous retourneriez à Paris. Je lui ai dit que vous étiez en réunion toute la journée. Merci. Des nouvelles de la direction concernant l'offre? Il prépare les papiers. Félicitations, Monsieur Carter. Vous êtes sur le point de devenir un homme très important. Tessa a souri de toutes ses dents. Aussi, j'ai peut-être fait quelques recherches sur ce fameux Brandon Fisk, dont vous m'avez parlé. J'ai haussé un sourcil. Des recherches? Dossiers publics, réseaux sociaux, sites de réseaux professionnels. Vous savez, la vérification classique des antécédents. Elle a sorti une tablette. Un gars intéressant. 3 précédents partenariats commerciaux qui se sont mal terminés, 2 ex-femmes, et des schémas financiers inquiétants. Il est endetté jusqu'au cou. La Porsche est en location. L'appartement du centre-ville est hypothéqué à 90%, et il a des dettes impayées auprès de 2 prêteurs différents. Aussi, il y a des photos assez croustillantes sur ses réseaux sociaux. Elle a tourné la tablette vers moi. L'Instagram de Brandon était un véritable monument dédié à la réussite artificielle. Des selfies à la salle de sport, des dîners onéreux, et des photos avec diverses femmes, qui n'étaient pas ses ex-épouses. Plusieurs clichés récents le montraient avec Martha. C'était lors de ce qui semblait être des événements professionnels, mais leur langage corporel suggérait quelque chose de très loin du professionnalisme. Il n'est pas très discret, ai-je fait remarquer. Les hommes arrogants le sont rarement. Ils supposent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Tessa a marqué une pause. Il y a autre chose. J'ai une amie qui travaille au Hilton dans le centre de Paris. Elle a mentionné avoir vu un homme, correspondant à la description de Brandon. Venir régulièrement. Et il est toujours avec la même femme. Cheveux auburn, environ 1m68, et elle conduit une Honda Accord bleue. Martha conduisait une Honda Accord bleue. Votre amie est très observatrice. Elle travaille à la réception le soir. Elle fait attention aux clients réguliers, en particulier ceux qui paient en espèces, et qui n'utilisent pas les installations de l'hôtel. L'expression de Tessa était compatissante, mais professionnelle. Je suis désolé, Monsieur Carter. Ça ne doit pas être facile à entendre. Ce n'était pas facile. Mais ce n'était pas surprenant non plus. Voir mes soupçons confirmés m'a procuré un sentiment presque libérateur. C'était un peu comme diagnostiquer enfin une maladie persistante. J'apprécie votre minutie, ai-je dit. Ces informations pourraient s'avérer utiles. Ce soir-là, je me suis tenu sur mon balcon temporaire avec un verre de vin. Je regardais le soleil se coucher sur le Rhône. La vue était spectaculaire. Les lumières de la ville commençaient à scintiller, des bateaux traversaient l'eau sombre, et la silhouette des Alpes se découpait sur le ciel orangé. C'était le genre de vue qui donnait à un homme l'impression d'être sur le toit du monde. C'était bien mieux que de regarder son mariage s'effondrer à distance. Mon téléphone a sonné. Pete Sullivan. Comment est Lyon, a-t-il demandé sans préambule. Magnifique. J'envisage de m'y installer définitivement. C'est probablement une bonne idée. Les choses deviennent bizarres ici. Bizarre, comment ça? Pete a soupiré. J'ai vu Martha et Brandon chez Francesco hier soir. Ils ne cachaient pas exactement leur relation. Ils se tenaient la main, partageaient le même dessert. La totale, quoi. La moitié du restaurant les regardait. Chez Francesco était un restaurant italien haut de gamme, dans le centre de Saint-Germain-en-Laye. C'était exactement le genre d'endroit où les amis et les voisins de Martha pouvaient la voir. Le fait qu'elle s'affiche de manière aussi publique suggérait, soit une imprudence totale, soit une stratégie délibérée.
Peut-être qu'elle veut se faire prendre, ai-je dit. Peut-être qu'elle veut que je demande le divorce, pour qu'elle puisse jouer la victime. Le classique, mon mari m'a abandonné pour un emploi à Lyon, alors j'ai trouvé du réconfort auprès d'un ami. Pet avait toujours été très perspicace sur la nature humaine. Cela faisait partie de son travail. Laisse-la jouer la victime, ai-je ajouté. Je suis plus intéressé par une partie d'échecs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Brandon Fisk a fait quelques suppositions sur mon caractère, qui pourraient lui coûter cher. Il pense que je suis un mari de banlieue passif, qui acceptera silencieusement les miettes de dignité que ma femme décide de me laisser. Et il a tort. J'ai regardé l'horizon lyonnais, sentant quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. Il a complètement tort. Après avoir raccroché avec Pet, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à rédiger un email à Martha. L'objet indiquait « Des nouvelles de Lyon ». L'offre d'emploi est tombée aujourd'hui. Une augmentation de salaire significative, des avantages de direction, et un bureau d'angle avec une vue incroyable. Je joins une photo, pour que tu puisses voir à quoi ressemblent les opportunités, quand on n'a pas peur de les saisir. Les enfants adoreraient la vue d'ici. Il y a quelque chose de libérateur à voir le monde depuis cette perspective. Cela rend les gens étriqués de là-bas incroyablement minuscules. Ce qui leur correspond bien. Transmets mes salutations à Brandon. Je suis sûr qu'il comprendra l'importance de saisir les opportunités quand elles se présentent. Alex. J'ai joint une photo de l'horizon de Lyon, prise depuis la fenêtre de mon bureau, puis j'ai cliqué sur envoyer. La réponse de Martha est arrivée dans les 10 minutes, arrête d'être dramatique. Rentre à la maison pour qu'on puisse en discuter, comme des adultes. J'ai répondu, les adultes ne se cachent pas comme des adolescents. Les adultes ne mentent pas sur le fait de finir tard au travail, alors qu'ils sont en réalité dans des hôtels. Et les adultes ne paradent certainement pas avec leur liaison en ville, comme s'ils faisaient un tour d'honneur. Profite bien de ton dîner avec Brandon ce soir. Je suis sûr que le restaurant Francesco propose d'excellents desserts, en cette période de l'année. Cette fois, sa réponse a mis 1 heure à arriver, nous devons parler. Absolument, ai-je répondu. Mais d'abord, je dois régler quelques affaires ici à Lyon. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir, quand on n'est pas distrait par les drames des autres. J'ai fermé l'ordinateur portable, et je me suis versé un autre verre de vin. Demain, j'accepterai l'offre d'emploi, et je commencerai à planifier mon retour à Paris. Mais je ne reviendrai pas comme le même homme qui était parti. Je reviendrai comme quelqu'un doté de ressources, de relations, et d'une compréhension très claire de qui étaient mes véritables ennemis. La vue depuis le 32e étage était spectaculaire, mais la vue depuis ma supériorité morale serait encore meilleure. Le colis est arrivé à mon bureau de Lyon, un jeudi matin. Il m'était adressé personnellement, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, j'ai trouvé une enveloppe Kraft contenant 8 photographies en haute résolution. Elle confirmait tout ce que j'avais soupçonné sur la relation soi-disant professionnelle de Martha et Brandon. Les photos avaient été prises au Hilton du centre de Paris, à plusieurs dates différentes. La Porsche grise de Brandon dans le parking souterrain. Martha entrant dans le hall de l'hôtel. Les deux dans l'ascenseur, la main de Brandon au bas du dos de ma femme. Un cliché particulièrement accablant, deux en train de s'embrasser dans le couloir, devant la chambre 847. Une autre de Martha partant le lendemain matin, portant les mêmes vêtements que la veille, avec la veste de Brandon drapée sur ses épaules. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication. Juste les photos, et un reçu d'hôtel montrant des réservations régulières au nom de Brandon, remontant à 4 mois. Tessa, ai-je appelé mon assistante. Avez-vous une minute? Elle est apparue dans l'embrasure de ma porte, a jeté un regard à mon visage, et a fermé la porte derrière elle. Mauvaise nouvelle? Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle a examiné les photos avec un détachement professionnel, puis les a mises de côté. Une dénonciation anonyme, a-t-elle demandé? Il semble que oui. Une idée de qui aurait pu envoyer ça? Quelqu'un qui veut que Brandon Fisk subisse les conséquences de ses actes. Une ex-femme, un rival commercial, peut-être quelqu'un d'autre qui l'a arnaqué. Tessa a fait une pause. Ou quelqu'un qui vous apprécie, et qui veut vous fournir des munitions. Des munitions pourquoi?
pour la guerre que vous vous préparez à mener. Elle me connaissait mieux que je ne l'avais réalisé. Au cours de la semaine suivante, je me suis plongé dans des recherches, avec l'intensité concentrée que je réservais habituellement aux analyses financières complexes. Tessa s'est révélée inestimable. Elle a utilisé son réseau d'amis et de contacts professionnels pour rassembler des informations brossant un tableau complet des vulnérabilités de Brandon Fisk. L'homme était un château de cartes qui n'attendait que le bon coup de vent. Son agence de publicité perdait des clients en masse, en raison de délais non respectés et de dépassements de coûts. Deux anciens partenaires commerciaux envisageaient des poursuites judiciaires pour des contrats contestés. Ces ex-femmes avaient toutes deux déposé des plaintes concernant des retards de paiement de pensions alimentaires. Plus intéressant encore, il devait une somme d'argent importante à un prêteur privé, connu pour ses méthodes de recouvrement musclées. Il utilise les fonds de l'entreprise pour maintenir son style de vie, a rapporté Tessa lors d'une de nos sessions de stratégie. Dîner coûteux, chambre d'hôtel, paiement de location pour la Porsche. Ce n'est pas techniquement un détournement de fonds, puisqu'il possède l'entreprise. Mais cela a laissé l'entreprise gravement sous-capitalisée. Quelle est la position de Martha dans tout cela? Elle est la gestionnaire de compte pour 3 de leurs plus gros clients. Si ces relations se détérioraient, ce serait dévastateur pour l'agence. Je me suis adossé à mon fauteuil, les pièces d'un plan commençant à prendre forme. Et si ces relations clients étaient basées sur de fausses apparences? Que se passerait-il si les clients découvraient que leur gestionnaire de compte a une liaison avec son patron, et qu'elle utilise les ressources de l'entreprise pour son divertissement personnel? Ce serait une grave violation de l'éthique professionnelle. La plupart des clients professionnels ont des clauses de moralité dans leurs accords de service. En effet, ils en ont. Ce soir-là, j'ai appelé Ross et Amelia. Nous nous étions parlé tous les 2 ou 3 jours depuis mon arrivée à Lyon. Leurs observations sur la situation à la maison s'étaient avérées plus précieuses qu'ils ne le réalisaient. Maman est bizarre depuis que tu es parti, a rapporté Amelia. Elle s'habille de manière élégante pour aller travailler, et elle rentre vraiment très tard, genre bien après minuit. Elle n'arrête pas de vérifier son téléphone aussi, a ajouté Ross. Et elle a ce regard coupable chaque fois qu'on pose des questions sur toi. Quel genre de regard coupable? Comme quand je me suis fait prendre à télécharger des films illégalement. L'expression du style « je sais que je fais quelque chose de mal, mais je vais faire comme si ce n'était pas grave ». Mes enfants étaient plus perspicaces que leur mère ne le pensait. Que diriez-vous de passer l'été à Lyon, ai-je demandé. J'ai un super appartement avec une vue incroyable. Et il y a d'excellentes écoles supérieures par ici, que l'on pourrait visiter pour toi, Ross. Est-ce que vous allez divorcer, avec maman, a demandé Amelia avec franchise. Il ne servait à rien de leur mentir. Ils avaient déjà compris beaucoup plus de choses que la plupart des adultes ne l'auraient remarqué. Nous avons de graves problèmes, ai-je admis. Votre mère a fait des choix qui ont endommagé notre mariage, et j'essaie de trouver comment gérer la situation. Est-ce qu'elle te trompe, a demandé Ross doucement. Oui. Un silence s'est fait à l'autre bout de la ligne. Puis Amelia a repris, avec ce gars, Brandon? Celui avec la voiture stupide et les fausses dents. Comment sais-tu pour Brandon? Maman parle de lui constamment. Brandon dit ceci. Brandon pense cela. Brandon a tellement de succès. C'est dégoûtant. En plus, elle met du parfum pour aller travailler, et elle ne fait ça que lorsqu'elle essaie d'impressionner quelqu'un. On est désolé, papa, a dit Ross. Ça craint vraiment. C'est clair que ça craint, ai-je convenu. Mais parfois, quand tout s'effondre, ça crée des opportunités, pour construire quelque chose de mieux. Après avoir raccroché avec les enfants, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à rédiger une série de mails. Le premier était destiné aux 3 clients que Tessa avait identifiés, comme étant les comptes les plus importants de l'agence de Brandon. J'avais fait quelques recherches, et découvert que les 3 entreprises avaient des directives éthiques strictes pour leurs prestataires de services. Les emails étaient soigneusement formulés, professionnels, et absolument dévastateurs. Cher Monsieur Harrison. J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Je vous écris pour porter à votre attention une question de préoccupation professionnelle, concernant votre agence de publicité actuelle, Fisk Solutions Créatives.
Il a été porté à mon attention que le propriétaire de l'agence, Brandon Fisk, et votre gestionnaire de compte, Martha Carter, entretiennent une relation personnelle. Cela pourrait compromettre leur jugement professionnel, ainsi que les intérêts de votre entreprise. J'ai joint des documents qui suggèrent que les ressources de l'entreprise ont été utilisées pour faciliter cette relation, y compris des fonds de divertissement clients détournés à des fins personnelles. En tant que professionnel du secteur, je me sentais obligé de partager ces informations avec vous, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur vos relations avec vos prestataires de services. Cordialement, Alex Carter. Directeur financier principal, Rhône-Alpes Investissement. J'ai envoyé des emails similaires aux 3 clients. Ensuite, je me suis adossé à ma chaise, pour attendre les conséquences inévitables. Le lendemain matin, Tessa a frappé à la porte de mon bureau, avec une expression satisfaite. Le téléphone de Brandon Fisk n'arrête pas de sonner depuis ce matin, a-t-elle rapporté. Mon ami à l'hôtel dit qu'il a quitté sa chambre habituelle à la hâte, hier après-midi. Aussi, il y a des discussions intéressantes sur les réseaux sociaux. Elle m'a montré sa tablette. Le profil LinkedIn de Brandon avait été inondé de commentaires et de demandes de connexion de la part de personnes posant des questions sur ses pratiques professionnelles. Quelqu'un avait partagé les photos de l'hôtel sur un groupe de réseau d'affaires local. Elles étaient accompagnées de spéculations sur les violations éthiques et la mauvaise utilisation des fonds des clients. Ça devient viral dans les cercles d'affaires parisiens, a dit Tessa. Et pas dans le bon sens du terme. Mon téléphone a vibré. Un texto de Martha, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai répondu, « Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Je suis à Lyon, concentré sur mes nouvelles opportunités de carrière. » Les clients de Brandon posent des questions. Les gens parlent. Les gens parlent quand ils ont quelque chose d'intéressant à discuter. Peut-être que toi et Brandon auriez dû être plus discrets. C'est mesquin et vindicatif. Ce sont les conséquences. Il y a une différence. 3 petits points sont apparus, et ont disparu à plusieurs reprises. Finalement, je prends la voiture pour venir à Lyon. Nous devons parler en face à face. J'ai bien peur de ne pas être disponible pour recevoir des visiteurs. Je suis au milieu d'importantes négociations commerciales. Tu devrais peut-être te concentrer sur tes propres relations professionnelles. J'ai entendu dire qu'elles avaient besoin d'attention. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai regardé l'horizon de Lyon. La vue depuis le 32e étage était toujours spectaculaire, mais elle allait devenir encore meilleure. Brandon Fisk avait fait l'erreur de penser que j'étais une victime passive, qui accepterait silencieusement toutes les humiliations que ma femme et lui décidaient de m'infliger. Il allait découvrir à quel point il s'était trompé. Je suis rentré à Paris un vendredi soir, à la fin du mois de mai. Je conduisais une BMW de location, avec des plaques de la région lyonnaise, et j'ai séjourné au Marriott du centre-ville, plutôt que de rentrer chez moi. Les enfants savaient que j'arrivais, et avaient accepté de me retrouver pour dîner samedi soir. Martha ne savait rien de mon retour. Les 2 semaines écoulées, depuis que j'avais envoyé ces emails aux clients de Brandon, avaient été mouvementées. Les 3 entreprises avaient résilié leur contrat avec Fisk Solutions Créatives, invoquant des préoccupations éthiques et des incompatibilités professionnelles. L'agence de Brandon avait licencié la moitié de son personnel, y compris Martha. Elle était désormais au chômage, et se démenait pour trouver un autre poste dans une industrie où les ragots voyageaient plus vite qu'un feu de forêt. Pete Sullivan m'a rejoint au bar de l'hôtel vendredi soir, m'apportant des mises à jour sur la situation locale. Ça a été brutal, a-t-il rapporté, en sirotant sa bière. Brandon a été pratiquement mis sur liste noire de tous les bons groupes de réseaux professionnels de la région. Martha a appelé partout pour essayer de trouver du travail. Mais la rumeur s'est répandue sur sa liaison, et sur la perte des clients. Personne ne veut la toucher avec une perche de 10 mètres. Comment gère-t-il le stress? Pas très bien. Brandon boit énormément, et sa Porsche a été saisie la semaine dernière. Martha séjourne chez sa mère, car elle ne peut pas payer les traites de la maison sans tes revenus. Et les enfants? Ils sont avec la mère de Martha, eux aussi. Ross m'a appelé hier, pour me demander si je pensais que tu les emmènerais à Lyon pour de bon. Je pense qu'ils sont prêts pour un changement de décor. C'était exactement ce que j'espérais entendre. Samedi matin,
j'ai traversé mon ancien quartier avec la BMW. J'ai observé les changements qui s'étaient produits pendant mon absence. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, la pelouse n'était pas tondue, et les journaux s'empilaient sur le porche. La Honda de Martha n'était pas dans l'allée. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, et j'ai appelé ma voisine, Madame Ferry. C'était une veuve âgée qui connaissait les affaires de tout le monde, et qui n'était pas timide quand il s'agissait de les partager. « Alex, j'ai entendu dire que vous étiez à Lyon. C'est merveilleux que vous réussissiez si bien là-bas. » Sa voix portait le genre de satisfaction qui vient du fait de regarder des événements dramatiques se dérouler. Les choses ont été assez mouvementées ici depuis votre départ. C'est ce que j'ai entendu dire. Comment s'adaptent Martha et les enfants? Oh, les enfants sont adorables comme toujours. Très matures par rapport à toute cette situation. Mais Martha. Madame Ferry a fait une pause dramatique. Eh bien, disons simplement que le quartier a beaucoup parlé. À quel sujet, précisément? Au sujet de sa relation avec ce certain Brandon. Bien sûr, ils étaient assez effrontés avant que tout ne s'effondre. Maintenant, il ne vient plus dans les parages. Et elle a eu des conversations téléphoniques très bruyantes dans le jardin. Quelque chose à propos d'avocats, et de procédures de divorce. Des procédures de divorce? Elle a raconté aux gens que vous aviez abandonné la famille pour un emploi à Lyon, et elle consulte des avocats sur ces options. Bien que je soupçonne que ces options soient plutôt limitées, vu les circonstances. Après avoir raccroché avec Madame Ferry, j'ai conduit jusqu'à la salle de sport où Brandon avait l'habitude de s'entraîner. C'était un centre de fitness haut de gamme, dans le centre de Saint-Germain. Le genre d'endroit où les hommes d'âge mûr payaient des prix exorbitants, pour faire semblant d'être encore dans la vingtaine. Je l'ai trouvé dans la salle de musculation. Il luttait lors d'un exercice de développé couché, qui était clairement au-delà de ses capacités actuelles. Il avait l'air terrible. Mal rasé, les yeux injectés de sang. Il dégageait ce genre d'épuisement désespéré qui vient du fait de regarder sa vie imploser en temps réel. Je me suis approché de son banc, juste au moment où il luttait pour reposer la barre. Besoin d'aide pour assurer, ai-je demandé avec désinvolture. Il a levé les yeux, surpris, puis son visage a rougi de reconnaissance et de colère. « Qu'est-ce que vous foutez ici? » Je m'entraîne. C'est une salle de sport public. Je l'ai aidé à guider la barre jusqu'au support, puis j'ai reculé. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un peu d'aide. Je n'ai besoin de rien de votre part. Il s'est redressé, essuyant la sueur de son visage avec une serviette. Et surtout pas de fausse compassion. Il n'y a rien de faux là-dedans. J'ai entendu parler de vos récents problèmes commerciaux. Perdre 3 gros clients en une semaine, ça a dû être dévastateur. Sa mâchoire s'est contractée. Vous pensez être tellement intelligent, n'est-ce pas? Je pense être un homme qui n'apprécie pas qu'on joue avec sa famille. Mais je pense aussi que vous avez appris que les actes ont des conséquences. Brandon s'est levé, essayant d'utiliser son avantage de taille pour m'intimider. Vous avez détruit mon entreprise. Vous m'avez tout coûté. Je n'ai rien détruit du tout. J'ai simplement partagé des informations avec des parties concernées. Ce qu'ils ont fait de ces informations relevait de leur choix. J'ai souri agréablement. Bien que je doive dire que la saisie de la Porsche a apporté une belle touche finale. Ça montre bien ce qu'il en coûte de vivre au-dessus de ses moyens. Vous pensez que c'est fini? Vous croyez que vous avez gagné? Je pense que je ne fais que commencer. Voyez-vous, Brandon, vous avez fait une erreur de jugement fondamentale. Vous avez supposé que j'étais un mari de banlieue passif. Qui accepterait silencieusement toutes les humiliations que ma femme et vous décideriez de m'infliger. Vous avez fait une erreur. Il a fait un pas de plus, les mains serrées en poing. Est-ce que vous me menacez? Je vous éduque. Il y a une différence. Je me suis légèrement penché en avant, baissant la voix. Je suis au courant pour le prêteur privé à qui vous devez de l'argent. Je suis au courant des plaintes de vos ex-femmes. Je connais les poursuites judiciaires que vos anciens employés envisagent. Plus important encore, je sais que vous êtes exactement le genre d'homme qui craque sous la pression. Vous ne savez rien. Je sais que le climat à Lyon est terrible pour les voitures de luxe. Toute cette pluie et ce sel finissent vraiment par ronger la peinture et le chrome.
Je me suis redressé, en souriant. Profitez du reste de votre séance, Brandon. Essayez de ne pas soulever plus lourd que ce que vous pouvez supporter. Je me suis éloigné, le laissant planté là, la bouche ouverte et les mains tremblantes de rage. Ce soir-là, j'ai retrouvé Ross et Amelia pour dîner dans leur restaurant préféré, dans le centre de Saint-Germain-en-Laye. Ils avaient tous les deux l'air plus âgés qu'à mon départ. Plus sérieux, comme s'ils avaient été forcés de grandir rapidement dans le sillage des choix de leur mère. « Comment c'est Lyon, en vrai ?» a demandé Amelia pendant le dessert. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. L'air pur, de nouveaux défis, des gens intéressants. Je pense que vous adoreriez tous les deux là-bas. Et pour maman, a demandé Ross doucement. Qu'est-ce qu'il y a pour elle? Est-ce que tu vas essayer d'arranger les choses? J'ai pesé mes mots avec soin. Votre mère a fait des choix qui ont endommagé notre mariage, de manière irréparable. Je ne peux pas réparer quelque chose quand l'autre personne n'est pas intéressée pour le faire. Elle n'arrête pas de dire que tu nous as abandonnés, a dit Amelia. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. C'est elle qui a décroché en premier. Je ne vais pas dire de mal de votre mère. Mais je veux que vous sachiez tous les deux, que quoi qu'il arrive entre nous, cela ne change pas l'amour que je vous porte, ni mon engagement à être votre père. Est-ce qu'on peut passer l'été avec toi à Lyon, a demandé Ross. Maman est difficile à vivre ces derniers temps. J'espérais que tu le demanderais. Je me suis déjà renseigné sur les écoles là-bas, et il y a d'excellentes options. Si vous décidez de vouloir rester définitivement, on pourra s'organiser pour que ça marche. Le soulagement a inondé leurs deux visages. Ils portaient le poids des drames de leur mère depuis des mois, et la perspective de s'échapper les attirait clairement. Après le dîner, je les ai raccompagnés chez leur grand-mère, et je les ai regardés disparaître à l'intérieur. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans ce que je savais être l'ancienne chambre de Martha. Elle était probablement à l'intérieur, en train de planifier son prochain mouvement, de consulter des avocats, et d'essayer de comprendre comment sauver quelque chose des décombres de ses choix. Demain, je lui donnerai cette opportunité. Mais d'abord, j'avais une dernière visite à faire. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Brandon dans le centre. C'était une tour de verre, qui devait probablement paraître impressionnante à l'époque où il pouvait payer le loyer. Le parking souterrain de l'immeuble était presque vide, et j'ai trouvé sa place attribuée assez facilement. Elle était vacante, bien sûr, puisque sa Porsche avait été saisie. J'ai garé la BMW sur une place visiteur, et j'ai marché jusqu'à l'ascenseur. L'appartement de Brandon était au 15e étage et je pouvais voir la lumière allumée à travers les fenêtres. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Il a ouvert, vêtu d'un peignoir et tenant un verre de whisky. Il ressemblait à un homme qui avait abandonné l'idée de maintenir les apparences. « Qu'est-ce que vous voulez, maintenant » a-t-il demandé d'un ton las. « Vous faire une offre. Rien de ce que vous vendez ne m'intéresse. Ça devrait. Car ce que je vends, c'est une porte de sortie de ce pétrin, qui n'implique ni faillite, ni poursuite, ni charge pénale. » Il m'a fixé pendant un long moment, puis s'est écarté pour me laisser entrer. L'appartement était un désastre. Des boîtes de plats à emporter vides, des factures impayées éparpillées sur la table basse, des vêtements jetés sur les meubles. L'odeur du désespoir flottait dans l'air, comme une vieille eau de Cologne. « Joli chez vous » ai-je dit, en m'installant dans un fauteuil sans y avoir été invité. Très vivant. Venez en au fait. Le fait est simple. Vous allez disparaître de la vie de ma famille, définitivement. Vous allez trouver un nouveau travail dans une autre ville, de préférence dans une autre région. Vous allez supprimer les coordonnées de Martha, et vous ne lui adresserez plus jamais la parole. Et si je refuse? J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré un fichier vidéo. C'étaient les images de sécurité de l'hôtel, le montrant avec Martha, entrant et sortant de la chambre 847 à de multiples reprises. Alors ceci ira directement aux avocats de votre ex-femme, ainsi que la documentation de vos récentes irrégularités financières. Je suis sûr qu'il serait très intéressé par vos méthodes comptables créatives. Son visage a pâli. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai rien à prouver. Il me suffit de créer assez de doutes et de scandales, pour rendre votre vie totalement invivable. Ce que, très franchement, j'ai déjà fait avec pas mal d'efficacité.
Il a vidé son verre de whisky d'un trait, et l'a reposé avec des mains tremblantes. Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne vais pas simplement raconter cette conversation à Martha? Parce que Martha ne peut plus vous aider. Elle est au chômage, inemployable, et sur le point de divorcer. Fréquenter Martha ne fera qu'aggraver votre situation. Je me suis levé, en réajustant ma veste. Vous avez 48 heures pour prendre vos dispositions et quitter Paris. Passé ce délai, les choses deviendront beaucoup plus désagréables pour vous. Vous détruisez la vie des gens pour un mariage qui était déjà terminé. J'apprends aux gens que les actes ont des conséquences. C'est une leçon que vous auriez dû assimiler il y a bien longtemps. Je l'ai laissé assis dans le désastre de son appartement, fixant son verre de whisky vide, et contemplant ses options très limitées. Le lendemain matin, j'ai pris le volant en direction de la maison de la mère de Martha, pour la conversation qui mettrait fin à notre mariage une bonne fois pour toutes. La mère de Martha vivait dans un modeste pavillon à Pontoise. C'était le genre d'endroit où les rêves de la classe moyenne s'éteignaient en silence. J'ai garé la BMW dans l'allée dimanche matin, et j'ai frappé à la porte d'entrée. J'étais vêtu d'un costume sur mesure, qui coûtait plus cher que le chèque de chômage mensuel de Martha. Madame Patricia Kowalski a ouvert la porte, arborant l'expression désapprobatrice qui était sa configuration par défaut, depuis que j'avais épousé sa fille 18 ans plus tôt. Elle n'avait jamais pensé que j'étais assez bien pour Martha, ce qui rendait la situation actuelle particulièrement ironique. Alex, je suppose que vous êtes ici pour vous réjouir. Je suis ici pour discuter des modalités de garde, et du partage des biens avec ma femme. Est-elle disponible? Elle est dans la cuisine. Elle pleure devant son café, en se demandant comment sa vie a pu s'effondrer si vite. Je n'en doute pas. Madame Kowalski m'a conduit à travers le petit salon, jusqu'à la cuisine. Martha était assise à une petite table, entourée de documents juridiques et de mouchoirs en papier. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai été frappé par la façon dont elle avait vieilli au cours du mois passé. Le stress du chômage et de l'ostracisme social avait creusé des rides autour de ses yeux et de sa bouche, que le maquillage ne pouvait dissimuler. Bonjour, Martha. Alex. Elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. Je suppose que tu es satisfait maintenant. Satisfait de quoi? D'avoir détruit ma carrière, ma réputation, mon avenir. D'avoir monté mes propres enfants contre moi. Je me suis assis, et j'ai étudié son visage. Il n'y avait aucun remords là-dedans, aucune reconnaissance de son rôle dans la situation actuelle. Même maintenant, face aux conséquences de ses choix, elle se considérait comme la victime. Je n'ai rien détruit du tout, ai-je dit calmement. J'ai simplement cessé de cautionner ton comportement destructeur. Tu as envoyé ces photos à mes clients. Tu as ruiné ma relation avec Brandon. Tu as empoisonné les enfants contre moi. J'ai partagé des informations avec des parties concernées. Brandon s'est ruiné tout seul, en étant imprudent et arrogant. Et les enfants avaient compris ce qui se passait, bien avant que je ne dise quoi que ce soit. Madame Kowalski flottait dans l'embrasure de la porte. Elle voulait clairement intervenir, mais elle était assez intelligente pour rester en dehors de ça. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Martha, épuisée. Je veux un divorce. Propre, simple, et non contesté. Je prendrai la garde principale des enfants. Tu pourras avoir des droits de visite. Je garderai la maison et mes comptes de retraite. Tu pourras garder ta voiture, et les effets personnels que tu voudras. Ce n'est pas juste. Je mérite la moitié de tout. Tu mérites exactement ce que tes choix t'ont rapporté. Ce qui, très franchement, est plus que rien du tout. Donc, tu devrais t'estimer heureuse. Elle s'est penchée en avant, essayant de retrouver un peu de sa fougue d'antan. Je te combattrai au tribunal. J'invoquerai l'abandon, la cruauté mentale, tout ce qu'il faudra. Avec quel argent? Quel avocat va te représenter sans provision? Et quel juge sera compréhensif, quand il verra les preuves de ta liaison? J'ai sorti une tablette, et je lui ai montré une compilation de photos, de reçus d'hôtel, et de publications sur les réseaux sociaux, documentant sa relation avec Brandon. Son visage est devenu blanc, alors qu'elle faisait défiler les images. Où as-tu trouvé ça? Est-ce que ça a de l'importance? L'essentiel, c'est que je les ai. Et elle raconte une histoire très claire,
sur la personne responsable de la rupture de notre mariage. Tu ne peux pas utiliser ça au tribunal. C'est privé. Ce sont des preuves d'adultère, ce qui reste un motif de divorce. Ce sont aussi des preuves d'un manque de jugement, ce qui est très pertinent pour les décisions de garde. La mère de Martha n'a finalement pas pu se contenir. Alex, c'est vindicatif et cruel. Martha a fait des erreurs, mais elle ne mérite pas de tout perdre. Madame Kowalski, avec tout le respect que je vous dois, votre fille n'a pas seulement fait des erreurs. Elle a pris des décisions calculées pour trahir sa famille et détruire son mariage. Elle a choisi d'avoir une liaison. Elle a choisi d'être imprudente à ce sujet. Elle a choisi de prioriser sa relation avec Brandon, plutôt que ses responsabilités envers ses enfants. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Et les choix ont des conséquences. Elle était malheureuse dans son mariage. Alors elle aurait dû demander le divorce, au lieu de se cacher comme une adolescente. Au lieu de cela, elle a décidé d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et maintenant, elle est choquée qu'il y ait des conséquences à ses actes. Je me suis tourné vers Martha. Tu as deux options. Tu signes les papiers du divorce que je fais préparer, tu acceptes les modalités de garde et le partage des biens que j'ai décrits. Et on met fin à tout ça calmement. Ou alors tu te bats contre moi au tribunal, et tu perds absolument tout. Y compris ta relation avec les enfants. Les enfants ne te choisiront pas plutôt que moi. Je suis leur mère. Les enfants ont déjà choisi. Ils passent l'été avec moi à Lyon. Et ils ont hâte de prendre un nouveau départ, dans un endroit où les gens ne sont pas au courant de la liaison de leur mère. Les mots l'ont frappée comme un coup physique. Elle s'est affaissée sur sa chaise, commençant enfin à comprendre l'ampleur de ses pertes. Tout ça, c'est la faute de Brandon, a-t-elle dit doucement. Il m'a poursuivi. Il m'a fait des promesses sur notre avenir commun. Et où est Brandon maintenant? Un silence s'est abattu. Il est parti, n'est-ce pas? Déménager dans une autre ville, a effacé tes coordonnées, et a fait comme si tu n'avais jamais existé. Parce que Brandon Fisk est exactement le genre d'homme qui fuit, quand les choses deviennent difficiles. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je l'aimais. Non, tu aimais l'idée de lui. Tu aimais l'excitation, le secret, le sentiment d'être désiré par quelqu'un qui a réussi. Mais tu ne l'as jamais vraiment connu. Car si tu l'avais connu, tu te serais rendu compte qu'il était exactement le genre d'homme à t'abandonner, dès que les choses se compliqueraient. Je me suis levé, en lissant la veste de mon costume. Je reprends l'avion pour Lyon demain matin. Les enfants viennent avec moi. Tu as une semaine pour décider si tu veux gérer ce divorce à l'amiable, ou le transformer en un spectacle public, qui ne fera qu'empirer ta situation. Alex, attends. Elle a levé les yeux vers moi avec un regard désespéré. Ne peut-on pas essayer une thérapie de couple? On ne peut pas arranger les choses? Arranger quoi? Ta liaison, tes mensonges, ton manque total de remords pour ce que tu as fait à notre famille. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé qu'il y ait eu des conséquences. Mais tu n'es pas désolé de l'avoir fait, parce que même maintenant, tu essaies de blâmer tout le monde sauf toi. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Tu sais quelle est la partie la plus triste, Martha? Je t'aurais accordé le divorce si tu l'avais demandé. J'aurais divisé tout à parts égales, et on aurait mis en place une garde partagée. Nous aurions pu mettre fin à ce mariage avec dignité et respect. Au lieu de cela, tu as choisi de te cacher, de mentir, et de m'humilier publiquement. Alors maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences de ce choix. Madame Kowalski m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. Alex, je vous en prie. C'est ma fille. Ne pouvez-vous pas trouver un peu de compassion? J'ai beaucoup de compassion, Madame Kowalski. Mais j'ai aussi du respect pour moi-même, ce qui est une chose que votre fille n'a apparemment jamais appris à valoriser. Je me suis dirigé vers la BMW. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Derrière moi, je pouvais entendre Martha pleurer, et sa mère essayait de la consoler. Mais leur drame n'était plus de ma responsabilité. Mon téléphone a vibré pendant que je m'éloignais. Un texto de Ross, maman nous a appelés en pleurant.
Elle dit que tu nous enlèves à elle pour toujours. Je me suis garé sur le bas-côté, et je l'ai rappelé. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai offert à ta mère un accord de divorce équitable, et des modalités de garde raisonnables. Elle est contrariée parce qu'elle voulait se battre pour obtenir plus que ce qu'elle mérite. On déménage vraiment à Lyon pour de bon? Si c'est ce que vous voulez. Vous pourrez toujours rendre visite à votre mère. Mais je pense qu'un nouveau départ nous ferait du bien à tous. Amélia et moi en avons parlé. On veut partir avec toi. Tu es sûr? C'est une grande décision. On est sûr. Maman est difficile en ce moment. Et honnêtement, on a honte de ce qu'elle a fait. Tous nos amis sont au courant de la liaison. C'est humiliant. Je suis désolé que vous ayez à traverser ça. Ce n'est pas ta faute, papa. Tu n'as rien fait de mal. Ce soir-là, j'ai dîné seul au restaurant de l'hôtel. Je regardais le soleil se coucher sur la silhouette de Paris, et je pensais à l'avenir. Demain, je retournerai à Lyon avec mes enfants, et je commencerai à bâtir une nouvelle vie. Martha finirait par signer les papiers du divorce. Elle n'avait pas le choix. Brandon était déjà parti, disparu dans le trou où rampent les hommes de son genre, lorsque leur façade soigneusement construite s'effondre. J'avais gagné, complètement et de manière décisive. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à la justice. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto d'un numéro inconnu, merci d'avoir exposé Brandon Fisk pour ce qu'il est vraiment. Il a détruit mon mariage aussi. Mais maintenant, il paie pour ça. Une amie. J'ai souri, et j'ai supprimé le message. Apparemment, je n'étais pas la seule personne que Brandon avait sous-estimée. Les photos anonymes, qui avaient déclenché toute cette chaîne d'événements, prenaient soudainement tout leur sens. J'ai levé mon verre de vin, dans un toast silencieux à la personne qui avait envoyé ces clichés. Parfois, la justice vient de sources inattendues. Et parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à donner aux gens suffisamment de cordes pour se pendre. Brandon Fisk et ma femme m'avaient fourni beaucoup de cordes. Tout ce que j'avais fait, c'était de m'assurer que tout le monde puisse les voir l'utiliser. Le lendemain matin, je suis allé chercher Ross et Amelia chez leur grand-mère. Leurs valises étaient faites, et ils étaient prêts pour leur nouvelle aventure. Martha n'était pas là. Madame Kowalski m'a dit qu'elle était allée conduire, pour se vider la tête. Elle finira par s'y faire, a dit la vieille femme, pendant que nous chargions les affaires des enfants dans la BMW. C'est juste trop de changements, beaucoup trop vite. Le changement, c'est difficile, ai-je convenu. Mais parfois, c'est nécessaire. Pendant que nous conduisions vers l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, j'ai regardé dans le rétroviseur. Mes enfants étaient absorbés par leur téléphone, et excités par leur nouvelle vie à Lyon. Ils avaient traversé beaucoup d'épreuves au cours des derniers mois, mais ils étaient résilients. Ils s'en sortiraient très bien. Au loin, je pouvais voir l'horizon parisien rétrécir derrière nous. Il emportait avec lui 18 ans de mariage, d'innombrables souvenirs, et une vie qui ne correspondait plus à ce que j'étais devenu. Devant nous se trouvait Lyon, avec son air pur, ses vues spectaculaires, et ses possibilités infinies. J'avais commencé ce voyage comme un mari de banlieue passif. J'étais pris pour acquis, et humilié par ma femme et son amant. Je le terminais comme un homme qui avait appris que parfois, la meilleure façon de gérer les brutes, c'est de les laisser se détruire elles-mêmes, puis de s'assurer que tout le monde ait une place au premier rang pour regarder le spectacle. Brandon Fisk avait supposé que j'étais faible. Martha avait supposé que j'étais jetable. Ils avaient tous les deux appris à quel point ils se trompaient, mais il était alors trop tard pour que ça change quoi que ce soit. La vue depuis le sommet de la supériorité morale était spectaculaire, et j'avais bien l'intention d'en profiter pendant très, très longtemps.